Merci beaucoup. D'abord, merci pour cette invitation. Je vais vous présenter quelque chose de très modeste avec ma collègue Céline Darnon, qui est spécialiste de psychologie sociale du développement. Et à nous deux, nous avons réalisé sur plus d'une année, en fait, un travail que je vais commencer par justifier. Pourquoi s'intéresser à l'école maternelle et à l'arithmétique ou à la dimension numérique à l'école maternelle? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire maintenant? Avec quelles ambitions? Et, comme vous le verrez, avec des résultats assez modestes, mais qui tiennent en partie au fait que nous avons dû travailler avec des moyens extrêmement réduits. Voilà. Donc le départ de ce travail s'inscrit dans ces 4 points que vous voyez apparaître. Tous les travaux dont on dispose aujourd'hui mettent en avant l'importance des mathématiques pour à la fois la réussite académique, bon ça c'est vrai depuis longtemps, mais également la réussite professionnelle. On a des statistiques aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays d'Europe du Nord qui montrent clairement ça. Peut-être cette arrivée, cette importance, depuis 30 ou 40 ans, a conduit à s'intéresser et à mettre en place des évaluations internationales dont vous connaissez toutes et tous les noms, PISA, PIRLS, etc. Et de ces évaluations ressortent 2 phénomènes. Beaucoup plus que ça, mais 2 qui nous intéressent particulièrement ici. D'une part, des inégalités extrêmement fortes entre les pays. Vous savez toutes et tous que les pays d'Asie du Sud-Est et la Finlande aussi se situent en très bonne place dans les classements internationaux et que, par comparaison, nous-mêmes et un nombre non négligeable de pays européens se situent tout juste à la moyenne et parfois un peu moins. Donc ça, ce sont les inégalités entre pays. Et ces inégalités ont conduit à la mise en place de toute une série de recherches dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui méritent qu'on s'y attache. Pour vous donner un exemple, il vient d'y avoir ce mois, la semaine dernière même, une comparaison entre enfants chinois et enfants anglais sur l'acquisition des bases de la numératie à 5-6 ans, et les résultats sont extrêmement intéressants parce que pas vraiment en ligne avec ce qu'on attendait auparavant. Bref, des inégalités entre pays bien connues. Mais pour nous, peut-être le plus intéressant tient au fait qu'il y a des inégalités à l'intérieur des pays et que de ce point de vue-là, la France n'a pas à être particulièrement fière puisque, d'une part, nous sommes le pays où les inégalités sont les plus importantes et nous sommes également un pays qui n'arrive pas, avec son système scolaire, à réduire ces inégalités. Voilà. Donc, une situation qui est problématique, qui est connue depuis longtemps et pour laquelle on n'a pas jusqu'alors trouvé de solution. Donc, ce que je vais vous présenter voudrait être une contribution modeste à une tentative pour essayer d'améliorer cette situation. Non seulement on a mis en évidence des inégalités très importantes à l'intérieur d'un même pays, mais on a mis en évidence également la précocité de ces inégalités. C'est même surprenant. On attendait et on savait depuis longtemps que les inégalités liées au langage sont extrêmement précoces. On les a dès l'entrée à l'école maternelle. On sait ça, Éric Espéret, dans les années 60-70, avait déjà publié un ouvrage qui disait ça, et depuis, on n'a pas arrêté de confirmer ce point, en essayant de l'approfondir pour y apporter des solutions. Mais sur les mathématiques, on était beaucoup plus dubitatif. Et en fait,
les très nombreux travaux qui ont été conduits depuis les années 1980 mettent en évidence de très grandes inégalités et des inégalités qui existent déjà à l'entrée à l'école maternelle pour ce qui concerne la France, y compris quand on fait que l'école maternelle commence à 3 ans. Et donc, il faudra, et c'est déjà fait pour, par exemple, le Canada, pour certains pays nordiques, aller chercher du côté des relations entre famille et école pour essayer de mieux saisir les mécanismes. Donc, des inégalités très précoces, vraiment très précoces, dont on ne saisit pas bien les raisons. On pense toujours au langage, bien sûr, mais s'il joue un rôle, c'est seulement dans une certaine mesure. On pense aussi aux interactions, aux situations, bref. Et il se trouve que depuis une quinzaine d'années, peut-être 20, un certain nombre de travaux ont été conduits, non plus simplement en se contentant, c'est un mot sévère, d'études de corrélation mettant en évidence des relations entre milieu social et niveau en arithmétique, par exemple, mais de nouvelles recherches ont été conduites avec l'idée qu'on pouvait peut-être modifier ça et le modifier relativement facilement si on s'y prenait très tôt. Donc, en mettant en place des situations d'apprentissage, on pourrait espérer des améliorations, et comme il est écrit, elles devraient être précoces, et la question c'est intervenir sur quoi et intervenir comment. Ici, je vais passer très vite sur 2 ou 3 diapositives. D'abord, les données de la recherche font clairement apparaître que l'échec ou les difficultés, c'est sans doute le mot préférable, en arithmétique peuvent tenir probablement à des notions arithmétiques, à la notion de nombre, etc. Je vais décliner ça tout à l'heure. Mais on met en évidence aussi, et notamment chez les enfants les plus jeunes, que les capacités dites générales, la mémoire, l'attention, le langage, les émotions dont on découvre l'importance jouent un rôle très important. Et je répète, cela d'autant plus que les enfants sont jeunes. Alors qu'à partir, disons peut-être du milieu de l'école élémentaire, le poids le plus important sera celui des performances arithmétiques elles-mêmes. Et puis, un domaine sur lequel on sait très peu de choses, c'est ce qu'on fait. C'est beaucoup d'articles ou d'ouvrages publiés font comme si, jadis on appelait ça la réification du réel, font comme si ce que nous observons était le produit d'un développement, alors que c'est toujours le produit d'une interaction entre un développement et puis des interventions. Et nous savons très mal comment cerner ces interventions dans la famille, dans l'école, dans les environnements, et comment ces interactions peuvent intervenir. Donc vous voyez, un champ qui n'est pas uniquement lié à l'arithmétique seule, mais qui nécessite de faire appel à des domaines connexes. Et si l'on veut se donner comme objectif d'assurer autant que c'est possible la réussite pour tous, il faut individualiser les interventions, les apprentissages. Et de manière un peu arbitraire, j'ai distingué 3 modalités d'intervention. Essayer de prévenir les difficultés, pas vraiment les difficultés, prévenir les échecs serait plus juste. Et ça, l'école maternelle est probablement la période de la scolarité avec le travail sur les familles en amont, qui est la mieux placée pour ce genre d'action. On peut ensuite essayer d'intervenir en temps réel quand une difficulté surgit, et ça suppose et ça supposerait une formation des maîtres qui se rapproche probablement de celle qu'on dispense en médecine, c'est-à-dire qui permettent des observations, non pas de patients, mais d'enfants, et puis la mise en œuvre de systèmes d'intervention qui soient probablement mieux connus, plus raffinés, plus nombreux que ceux que l'on a aujourd'hui. C'est la formation des enseignants. Et puis remédier,
si on ne peut pas faire autrement, on est obligé parfois de s'y résoudre. Donc, il y a deux grandes façons d'intervenir. L'une, c'est l'enseignement explicite formel, celui qu'on adopte en général à l'école élémentaire, plus ou moins, mais en tout cas, et au-delà. Et puis, l'idée qui se fait jour depuis une dizaine d'années, l'idée selon laquelle on pourrait créer des situations qui seraient plutôt à dominante ludique et que confronter les enfants à ces situations ludiques entraînerait de leur part des apprentissages qu'on appelle implicites dans notre jargon et qui finalement pourraient constituer des soubassements pour les apprentissages ultérieurs explicites et formels. Alors ça, c'est une grande question. Je ne sais pas, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On n'a pas beaucoup d'informations sur cette espèce de continuité entre implicite et explicite. Et donc, dans ce que nous avons fait, nous avons choisi d'avoir un peu les deux, c'est-à-dire un ancrage ludique, mais en même temps des interventions qui sont des interventions explicites, bien qu'elles ne donnent pas les réponses et qu'elles amènent les enfants plutôt à essayer de les trouver par eux-mêmes. Voilà. Alors je vais, dans ce qui suit, vous donner un certain nombre de cadres qui sont exactement, à peu de choses près, les cadres qui ont été donnés à tous les enseignants qui ont travaillé avec nous. Donc, tout de suite, nous avons travaillé avec une inspectrice, une conseillère pédagogique, même deux, et puis tout un groupe d'enseignants volontaires de petites sections, moyennes sections et grandes sections maternelles, auxquels nous avons commencé par dispenser une formation assez générale et puis de plus en plus précise, à la fois au plan des éclairages théoriques, mais aussi en sollicitant de leur part l'élaboration de dispositifs. Nous ne voulions pas avoir une formation descendante, si vous voulez, mais nous cherchions plutôt à essayer de mettre en place quelque chose de beaucoup plus collaboratif qui permettait aux enseignants d'abord de s'assurer qu'ils avaient bien perçu les enjeux et qu'ils étaient capables, parce que c'est eux quand même qui connaissent les élèves et qui interagissent avec eux, d'élaborer les situations les mieux à même de susciter des améliorations et surtout de varier les situations d'apprentissage. Donc, peut-être vous savez, depuis une vingtaine, peut-être une trentaine d'années, les travaux sur l'apprentissage de la numératie, pour être très général, s'ancrent plutôt dans une perspective darwinienne. On a pu montrer qu'il y a des raisons de s'intéresser à ce que les autres espèces sont capables de faire, ce qui nous a valu des découvertes souvent absolument inattendues, avec des espèces qui sont parfois très éloignées de la nôtre, pardon, je pense aux poissons par exemple. Les oiseaux, c'était plus connu déjà, mais sur les poissons, alors évidemment sur les grands singes. Et tout ceci a amené à s'intéresser aux capacités de base chez les nouveau-nés et puis chez les tout-petits. Et donc, je vais commencer par vous parler de ceci, notamment de capacités très élémentaires, la discrimination des quantités ou des grandeurs, la comparaison des quantités et des grandeurs, et la transformation des quantités et des grandeurs. Est-ce que je peux ajouter, etc. Vous lisez comme moi, c'est très simple. Et je voudrais insister sur ce point parce que quand on prend cette démarche, on fait apparaître que les enfants très jeunes sont à la fois sous-estimés par certains côtés et très surestimés par d'autres. Et je vais vous donner quelques exemples. Voilà par exemple un travail très, très simple, qui n'est pas très récent, dans lequel on propose à des enfants, à travers des activités ludiques, donner à deux poupées les mêmes choses, de bonbons, de billes, peu importe. Et pour ça, on va utiliser des Alors ça, c'est uniquement la présentation abstraite que je fais. On peut avoir des assiettes avec des bonbons à l'intérieur, ou des poires ou des pommes, peu importe. Ici, ce qui est important, c'est que on va présenter des quantités toutes petites, et on va simplement demander si c'est pareil ou si c'est pas pareil. Si elles seront contentes s'il s'agit de poupées, pareil.
Voilà. Et on prend des petites quantités parce que depuis les années 1970, on a un peu dans l'esprit que c'est tellement simple que c'est peut-être pas la peine qu'on s'en occupe. Alors, voilà, un résultat très intéressant. Je ne vais pas vous le laisser longtemps sous les yeux, mais ce diaporama restera disponible. Vous voyez, il y a des âges, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis il y a des comparaisons. 1 et 1, 1 et 2, 2 et 2, 2 et 3, 3 et 2, etc. Et alors, c'est simplement pour vous montrer un résultat fondamental. 1 et 1, pas de problème. 1 et 2, pas de problème. 2 et 2, pas de problème. Les problèmes commencent à 3. Et donc, considérer a priori que 3, c'est une quantité qui n'est pas problématique, vous allez voir, je vais illustrer avec un autre exemple, c'est quelque chose qui fait l'économie dangereusement de connaissances dont il faut s'assurer qu'elles soient disponibles. Alors évidemment, au fur et à mesure qu'on monte, les choses se complexifient. Ça suffit. Voilà, voici un autre travail extrêmement récent qui recoupe un travail très ancien de 1921 dans lequel on trouvait à peu près les mêmes choses. Ici, la situation est très simple. On prend des enfants de 3-4 ans et on leur pose 2 questions. Première question avec des toutes petites quantités, 1, 2 et 3. Combien il y en a? Voilà. Deuxième question qui à nous paraît équivalente, donne-moi 1, 2, 3. Et on regarde. Chaque enfant a 2 essais à 3 reprises, vous voyez, à un moment, puis quelques semaines après, puis encore quelques semaines après. Voilà, et vous voyez que avec 1, les choses se passent plutôt bien, puisque sur 2, la performance est plutôt bonne, et elle est sensiblement la même dans un sens et dans l'autre, que l'on demande de dénombrer ou que l'on demande de donner. Avec 2, les choses sont encore très proches, encore que on commence à voir apparaître des différences. Mais, vous voyez, je reviens à ma quantité 3 et j'appelle votre attention sur le point que, d'une part, on s'éloigne d'une réussite à 2 et que, d'autre part, dans un sens, dis-moi combien il y a, on a des performances relativement bonnes, mais dans le sens donne-moi, eh bien, les performances chutent considérablement. Voilà. Autrement dit, et c'est le point auquel je voulais en arriver, la quantité 3, c'est une quantité dont on ne peut pas considérer, vous l'avez vu tout à l'heure, encore à 4 ans ou à 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 4 ans et demi, qu'elle est maîtrisée spontanément par les enfants, elle nécessite probablement d'être travaillée. Alors, c'est ce type de raisonnement que nous avons suivi et nous avons donc construit, vous le verrez tout à l'heure, mais je peux anticiper, des dispositifs qui permettaient de travailler avec les petites sections autour des quantités 1, 2, 3, avec les moyennes sections autour des quantités 4, 5, 6, et puis avec les grandes sections, des quantités plus importantes. Voilà. À côté de ça, bon, ce que je viens de vous présenter, au fond, on pourrait dire que ça se rapproche de l'étude des notions de nombre, cardinal, ordinal, je vais y revenir. Et puis, ça peut se dispenser presque du langage, ou en tout cas, l'utilisation du langage est très modeste. Le langage, lui, présente aussi une évolution. Le langage, c'est le langage du comptage. Montre-moi jusqu'où tu sais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez ici une statistique qui donne le plus haut niveau atteint sans erreur. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, c'est compter jusqu'à 6, etc. Et vous avez à la fois les moyennes et les écarts types. Et vous voyez un phénomène qui est très intéressant avec les âges. Donc on est au bord de l'entrée à l'école élémentaire. Vous voyez que quand on fait les moyennes, on s'aperçoit que ces moyennes montent, évidemment, mais que les dispersions montent aussi. Et notamment, ceci traduit le fait que dans une classe d'enfants de moyenne section ou de petite section, voire même de grande section en début d'année, il existe des inégalités très fortes quant aux performances de comptage.
Et ces inégalités, elles se marquent ici par le fait que si vous prenez la moyenne, bien sûr, vous êtes à un certain niveau, mais sauf que vous aurez des enfants qui seront encore ici et d'autres qui seront déjà très loin. Et alors quand on prend les pays étrangers, chinois, etc., alors la situation est encore pire. Autrement dit, on voit que même en ce qui concerne une activité dont on peut dire qu'elle est très peu conceptuelle, elle relève de l'acquisition du langage, on a des différences extrêmement importantes. Et ce que montre une des recherches déjà anciennes dans les années 1990, c'est que quand on prend des enfants de classe moyenne et de classe défavorisée, à 4 ans, on a des différences du style de celles que je viens de faire apparaître, ce sont les moyennes, hein, il n'y a pas les écarts types, et avec une intervention relativement modeste, à l'époque, il y a des questions qu'on ne se posait pas, eh bien, on peut améliorer cette situation. Donc, vous voyez, c'est un des côtés positifs sur lesquels nous nous sommes appuyés pour étayer notre démarche. Et puis, peut-être la chose la plus importante pour les enseignants et pour leur formation, c'est ce graphique. Alors, ce graphique, il traduit une situation que les maîtresses avec lesquelles nous avons travaillé n'ont pas cru quand on la leur a présentée. Et le soir, en rentrant chez elles, elles ont pris leurs propres enfants et elles ont essayé de faire passer cette situation. Donc, vous prenez ce que vous voulez, un requin, et puis des poissons, et vous allez nourrir le requin avec des poissons. Très facile. On ne parle pas de nombre. On montre simplement à l'enfant qu'on va donner un poisson, puis un autre, puis un autre. On peut en donner un, on peut en donner deux, on peut en donner trois, on peut en donner 4, 5, 6. Mais on ne parle pas de nombre. On demande simplement à l'enfant de nourrir aussi bien son requin que celui du maître. Et on trouve un résultat qui est assez fascinant parce qu'il correspond à des données qu'on a recueillies en Amazonie avec des adultes qui n'ont pas de système verbal de numération au-delà de 3 à 4. Ces résultats sont les suivants. Si vous donnez 1, l'enfant donne 1. Si vous donnez 2, l'enfant donne 2. Enfin, avec une petite baisse quand même. Et puis à partir de 3, 4, 5, vous voyez que les performances s'écrasent et cette courbe, elle est de manière hallucinante la même que celle qu'on a chez les Munduruku ou les Piraha qui ont été étudiés par Pierre Picat et tous les gens qui ont travaillé là-bas. En d'autres termes, tant qu'on n'a pas de système symbolique, il y a des limites extrêmement étroites au fait de pouvoir manipuler des quantités précises. Et donc, l'acquisition du système symbolique et la mise en œuvre de celui-ci va jouer un rôle très important. Voilà, on peut formaliser ça, organiser ça. Par exemple, Benoît à Montpellier a travaillé avec la mise en œuvre d'associations entre... J'ai sauté une diapositive, je pense. Non. Bon, tant pis pour moi. Voilà, il me semblait que j'en avais d'autres qui mettaient en relation des configurations de dés avec des noms de nombres et avec des chiffres arabes. Je passe, c'est la question du transcodage. Je résume ce qui semble faire aujourd'hui l'objet d'un consensus. Quand on regarde comment les enfants apprennent les noms de nombres, c'est-à-dire l'association entre un symbole verbal, on ne sait pas très bien avec les symboles écrits, mais avec un symbole verbal comme 1, comme 2, comme 3, comme 4, et la quantité correspondance, on trouve un apprentissage extrêmement lent. Vous voyez, ce sont des moyennes, bien sûr, et forcément, il y a une dispersion. Forcément, quelques enfants sont probablement plus précoces et probablement quelques enfants sont plus en retard. En tout cas, ces moyennes semblent tellement générales qu'on les trouve aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Voilà. Et elles donnent à penser que l'une des missions de l'école maternelle pourrait être de s'organiser pour que ces systèmes verbaux soient mis en relation avec les systèmes de représentation numérique des quantités, de sorte qu'on n'aille pas trop vite, on n'anticipe pas trop, on n'accorde pas aux enfants des capacités qui sont probablement au-delà de ce qu'ils sont capables de conceptualiser. Voilà, et c'est donc
dans cet esprit qu'on a travaillé, en y ajoutant une démarche de type résolution de problèmes, très simple à concevoir. On peut, au lieu de demander simplement aux enfants de dire combien ou de donner, on peut travailler avec des boîtes opaques, comme celle que vous voyez, dans lesquelles on va placer un jeton, 2 jetons, 3 jetons, sous les yeux des enfants. Et on va lui demander de reproduire, mais évidemment, il n'a plus sous les yeux la quantité. Il faut donc qu'il la mémorise et qu'il la remette en œuvre. Et puis, à un certain moment, on va pouvoir ajouter des quantités ou retirer des quantités. Et il va falloir qu'il produise le résultat alors qu'il ne le voit pas. Donc, ce sont des problèmes extrêmement simples qui supposent une représentation mentale. Et je ne résiste pas à vous donner le résultat, qui est un résultat parfaitement en accord avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, on peut travailler avec des petits nombres jusqu'à 3. On peut travailler avec des grands nombres pour petits-enfants, donc c'est au-delà de 3, c'est 4, 5, 6. Et puis on peut soit travailler avec une boîte réelle, soit faire évoquer une boîte. C'est-à-dire, tu vois, tu imagines, hein, je fais ça. Soit on dit simplement, j'ai 3 et puis j'enlève 1, combien ça fait? Et vous avez les pourcentages de réussite avec des enfants de 5 ans. C'est fascinant, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a dans une situation un taux de réussite qui est presque 100%. Dès qu'on dépasse 3, on a une chute considérable de performance. Alors évidemment, il en reste 28% qui réussissent. Et puis, quand la boîte est évoquée, on a aussi une chute ici et on en a une autre là. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est un argument supplémentaire pour dire qu'avec les enfants d'école maternelle, le travail sur les petites quantités, qui est probablement fondateur, mérite d'être mené lentement, avec beaucoup d'attention, en multipliant les situations. Voilà, donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Voilà, ça c'est un simple résumé de ce que je viens de vous présenter. Donc, intéressons-nous maintenant à ce que nous avons fait. Donc, nous avons travaillé pendant 1 an avec une formation importante pour les enseignants, une formation bien sûr du style de celle que je viens de faire, en y ajoutant des interactions, des créations de situations. Et finalement, notre idée, c'est la suivante. Les données de la recherche suggèrent qu'on a 2 habiletés de base, l'une qui concerne les toutes petites quantités, déjà disponibles avec les bébés, et une autre qui porterait sur les grandes quantités. J'ai gardé, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, les sigles qui sont utilisés aux États-Unis, Object Tracking System et Approximate Number System. Et puis, la question pour nous, c'est de passer de ce qui est non symbolique et approximatif, ou en tout cas très fragile, à quelque chose qui soit symbolique, les mots et les chiffres, et puis les performances arithmétiques. Figurez-vous que depuis quelques années, on a des données corrélationnelles qui montrent qu'il existe une corrélation entre les performances des enfants à 3 ans, 4 ans, à des petites épreuves comme celles que je viens de vous montrer, et leur performance arithmétique en cours élémentaire 2e année. C'est ce que j'ai fait ou ce qui me reste? C'est ce qui me reste. C'est ce qui me reste. Ouais, voilà, c'est ce qui m'arrange. Voilà. Et donc, vous avez des méta-analyses, si ça vous intéresse, vous pourrez vous y référer. Donc ça, le résultat ici est très important parce qu'on montre que la corrélation avant l'entrée à l'école élémentaire, elle est de 0,40, donc elle est relativement forte. Et puis, à partir de l'entrée à l'école élémentaire, elle n'est plus que de 0,20. Donc il s'est passé quelque chose, ce qui a conduit à s'intéresser non plus directement à cette relation-là que vous venez de voir, mais en intercalant la fonction que pouvaient avoir les chiffres, c'est-à-dire les représentations symboliques. Souvenez-vous de ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les transformations. Vous avez vu que sur les toutes petites quantités, on peut se tirer d'affaire, enfin les enfants y arrivent. Dès qu'on a une quantité un peu plus grande, alors ils n'y arrivent pas. Et on peut penser que
tout ça va transiter par le système symbolique. Et donc, on va chercher, et vous avez des travaux récents qui montrent que dans ces études de corrélation, si on veut essayer de prédire les performances mathématiques, il faut partir de là, mais il faut ajouter l'impact des connaissances symboliques, c'est-à-dire les performances à l'identification entre une quantité et son symbole, la cardinalité, et notamment son invariance, et puis l'ordinalité qui est passée inaperçue jusque voici 3-4 ans. En fait, l'ordinalité, vous verrez, on s'en est peu servi parce que les données qui sont maintenant disponibles, notamment celles de Lyons, sont des données dont on ne soupçonnait pas qu'elles pouvaient jouer un tel rôle. Voilà, donc on est reparti de ce schéma général, qui est un schéma piagétien, il n'y a pas de raison d'oublier ça, qui montre les emboîtements de quantités, qui montre aussi la relation d'ordre, qui montre aussi l'itération de l'unité, à savoir que pour passer d'une quantité à la suivante, eh bien, à la fois sur le plan verbal, on passe au nom suivant dans la chaîne, et en même temps, on ajoute un, et on peut aussi, évidemment, enlever et soustraire. Voilà. Et j'illustre ce que je vous dis. La notion de cardinal est une notion très abstraite, qu'on met des années sans doute à conceptualiser. Les données dont on dispose montrent que les enfants ont beaucoup de peine à dissocier la quantité des grandeurs qui lui sont associées. On se demande même si les adultes le font. On a même des résultats qui suggèrent qu'il y a toujours une relation et que les adultes se font tromper eux aussi par l'espace, par le volume, etc. Et donc, l'un des objectifs de l'école maternelle va être d'essayer de contribuer à la construction de cette notion de cardinalité, soit par la correspondance terme à terme, soit par des situations très nombreuses qui vont faire varier les tailles des objets, les configurations des objets, puisqu'on sait depuis Mix, les années 80-90, que les enfants sont très réticents à considérer qu'il y a la même chose, qu'il y en a autant, qu'il y en a pareil, lorsque on fait varier la disposition spatiale, la surface des objets, etc. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Vous voyez, c'est volontairement que j'ai fait des choses aussi bizarres que ça. Évidemment, ça ne suffit pas à assurer la connaissance. Voilà comment on va fabriquer des situations. Ce sont les maîtres avec lesquels on a travaillé qui ont élaboré ces situations. Ils ont choisi de bâtir un habillage avec des ours. Et ces ours, ce sont des familles. Il peut y avoir des enfants, des petits-enfants, des grands-parents. On peut avoir des maisons, on peut avoir des automobiles, on peut avoir des champs, des jardins. Et pour ça, ça va permettre de créer des situations dans lesquelles on va aller chercher, où on va apporter, où on va enlever, selon les déplacements, des objets qui vont contribuer à varier les entités sur lesquelles vont porter les cardinalités, en fait. Voilà, on va faire la même chose avec les transformations. On a une famille, il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui revient, etc. En présence ou bien en absence, ils sont dans la maison, on ne les voit pas, mais ils sont encore là, etc. On va créer les enseignantes, essentiellement, ont créé toute une série de situations qu'elles ont pu mettre en œuvre et avec les enfants au cours des séances quotidiennes. Et puis l'ordinalité, on en a quand même parlé un peu, et notamment pour bien faire la distinction entre la relation d'ordre que vous avez ici, et qui est volontairement présentée comme ça. Vous voyez, cette relation d'ordre, elle vous montre que ça vient avant ça avant ça et ça avant ça, mais ce qui n'est pas respecté, c'est la distance. Et donc, on va essayer de créer des situations qui, justement, vont permettre de respecter le fait qu'entre 3 et 4, c'est la même chose qu'entre 1 et 2, et c'est la même chose qu'entre 7 et 8. Principe de successeur, etc. Voilà des exemples de situations, mais malheureusement, on n'a pas été assez attentif à cette dimension. Voilà. Et à chaque fois, on va commencer par des entités, et on va poursuivre plus tard par l'utilisation des symboles, en veillant bien
à suivre toujours dans cet ordre, en évitant d'imposer très tôt l'utilisation des symboles alors qu'on n'est pas sûr que les enfants les comprennent. Alors ça fait quoi? Voilà donc maintenant, si vous voulez, le déroulement. Le travail a consisté à former tous les enseignants. Il y a 2 groupes, hein, mais ces 2 groupes ont été formés ensemble. Autrement dit, tous les enseignants, ceux qui ont mis en place le protocole, comme ceux qui ne l'ont mis en place que dans un deuxième temps, puisqu'il nous fallait un groupe contrôle, ont suivi la même formation. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire, à partir des résultats que je vais vous présenter, qu'il y avait un groupe informé et l'autre qui ne l'était pas. Les 2 l'étaient. Et donc, c'est un point important, parce que ce n'est pas la situation usuelle. Voilà, on a donc un groupe qui, à un certain moment, va être un groupe expérimental, il aura l'intervention, et puis il viendra ensuite à ses pratiques habituelles, et on a un deuxième groupe, lui aussi formé, qui dans un premier temps va respecter ce qu'il faisait avant. On ne se fait pas d'illusions, il aura forcément utilisé une partie de ce qui a été présenté, mais il n'applique pas le protocole, et d'ailleurs il ne le connaît pas exactement. Le protocole a d'abord été mis en place par ce groupe. Voilà, ça dure du mois de décembre, où on va prendre les pré-tests, jusqu'au mois de juin, avec ici une coupure importante qui va permettre de collecter les données que je vais vous présenter. Et j'insiste là-dessus, la formation des enseignants que nous avons mise en place, elle s'appuie sur le fait que dans les données dont nous disposons aujourd'hui, alors c'est vrai que ça ne s'applique pas aux mathématiques, mais ça s'applique plutôt à la lecture et à tout ce qui est l'écrit, les travaux de Jacob que je vous invite à lire montrent que si on se livre à un enseignement qui est, je dirais, purement magistral, du style de ce que je suis en train de faire, et que même si on le pousse très loin, si on donne une information très raffinée, on n'observe pas de mise en œuvre dans les classes. C'est un résultat extrêmement important. Vous voyez, il n'est pas publié dans une revue de mathématiques ou de français ou de psychologie ou de sciences de l'éducation, mais par des économistes. Voilà. Et donc, on va travailler avec une intervention qui va durer 15 minutes tous les jours, ludique, avec les cadres que je viens de vous présenter, 4 jours par semaine, pendant 5 semaines d'affilée. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a fait que 5 semaines? Eh bien, parce qu'il fallait les pré-tests, il fallait des post-tests, et nous n'avions malheureusement que très peu de gens avec nous pour prendre en charge individuellement chacun des enfants. Vous allez voir, il y en a 150 en fait, mais je ne vous présenterai les résultats que des petites et moyennes sections. Donc, en moyenne, les enseignants consacraient 1 à 2 journées à la question du cardinal, 1 à 2 journées à la question des transformations et un seul jour aux questions de l'ordinalité. Ils travaillaient avec des petits groupes qui étaient en situation, ils avaient tout le matériel et les jeux s'organisaient d'abord souvent par les enseignants et puis peu à peu, c'était les enfants eux-mêmes qui mettaient en place les situations. Et les quantités utilisées étaient de 1 à 3 pour les petites sections et de 3 à 5 pour les moyennes sections, pas plus. Voilà. Et on a construit très largement un nombre de situations pour toutes ces journées, toutes ces séances. 118 élèves, un groupe expérimental, vous voyez, 64 et 54. Pour chaque enfant, on avait le niveau socio-culturel, socio-économique des parents. On a 2 niveaux et notre variable, ce sur quoi nous allons présenter les résultats, c'est la différence entre le post-test et le pré-test. On a toujours des augmentations. Parfois, ça ne bouge que très très peu, mais on a travaillé sur le progrès parce que c'est plus facile pour un exposé comme celui-là. Voilà les proportions de population. Nous avons un déséquilibre. Bien qu'on travaille dans la banlieue de Clermont et une banlieue qui n'est pas très favorisée, on a plus d'enfants issus de milieux, appelons-les moyens et favorisés, que d'enfants issus de milieux défavorisés. On va chercher, et c'est notre objectif principal, à regarder dans quelle mesure
les enfants issus de milieux socioculturels plutôt défavorisés vont bénéficier, on compte bien que tous les enfants bénéficieront de ce qu'on va faire, mais on voudrait essayer de vérifier que ce sont les enfants issus des milieux les plus défavorisés ou les moins favorisés qui bénéficieront le plus des situations présentées. Donc, vous avez ici les épreuves qui ont été utilisées, sont des épreuves extrêmement simples. La chaîne verbale, jusqu'où est-ce que tu sais compter? Est-ce que tu sais compter à partir de? La cardinalité, 3 épreuves, une épreuve de désignation, combien est-ce qu'il y en a? Voilà, on montrait des cartes et il devait dire combien il y avait. Produire, vous avez vu tout à l'heure que ce n'était pas la même chose. Et puis, montrer un équivalent avec les doigts. Alors ça, c'est une épreuve, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais elle a été beaucoup utilisée par Descoeudre en 1921 et elle montre que, contrairement à ce qu'on pense, ce sont des épreuves relativement difficiles. Et puis, les épreuves de transformation. Voilà. Donc, on fait passer des pré-tests et des post-tests avec, je vous passe le détail de toutes les épreuves, mais évidemment, on les tient à vos dispositions. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, d'abord, pour compter loin, on trouve que le groupe qui a suivi l'intervention fait mieux que le groupe contrôle, puisque au début, on a forcément un groupe contrôle. Et on trouve que l'amélioration, elle se produit en petites sections, mais plus en moyenne section. Autrement dit, on a une situation dans laquelle on peut penser que les enfants les plus jeunes sont ceux qui étaient le plus en mesure de progresser sur le fait d'apprendre la chaîne verbale. On a aussi compté à partir d'eux. Et là, surprise, on n'a aucun effet, ni chez les petits, ni chez les moyens, ni pour ceux qui ont suivi l'intervention, ni pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Donc, ce n'est pas notre résultat le plus important. En revanche, on a une interaction avec le milieu socioculturel. Vous voyez que ce sont je ne vois pas ce qui est sur l'écran, vous le voyez probablement, ceux qui ont suivi l'intervention et qui appartiennent au milieu le plus défavorisé sont ceux qui bénéficient le plus de l'entraînement au comptage. Et puis, vous avez une intervention alors marginale avec le niveau. Vous avez des enfants d'un niveau qui vont en bénéficier plus que les autres. Deuxième variable, la cardinalité. Donc, on a une première situation en désignation. Combien est-ce qu'il y a? Ils doivent dénombrer simplement. Et là, on n'a aucun effet. Ni du niveau, petite section ou moyenne section. Je vous rappelle quand même qu'ils n'ont pas les mêmes épreuves, tout à fait. Ni effet de niveau, ni effet lié au milieu socioculturel, ni effet lié à l'intervention. Et si vous voulez bien, ça nous ramène à ce que vous voyiez tout à l'heure avec le travail de Baroudi, où dans la tâche de dire combien, il y avait relativement peu de variations. Il y en avait, mais pas très importantes. En revanche, comme l'avait observé Baroudi, en tâche de production, c'est-à-dire donne-moi, ou bien mets dans l'assiette, ou bien, cette fois, on a des effets. On a des effets, et notamment les enfants qui ont suivi l'intervention bénéficient plus que les autres de cette situation. Ensuite, les faibles niveaux socioculturels sont ceux qui en bénéficient le plus, et les petites sections bénéficient plus que les moyennes sections. Autrement dit, on a un effet sur cette tâche qui est sans doute la tâche la plus complexe. C'était celle aussi pour laquelle Descoeudre, en 1921, avait mis en évidence des différences très importantes par rapport aux tâches de dénombrement simple, qui sont les tâches qu'on propose le plus souvent. En fait, construire une collection avec un cardinal donné est apparemment une tâche très difficile pour laquelle on a des effets d'âge, des effets d'intervention. Autrement dit, si on sollicite les enfants progressent,
Si on ne les sollicite pas, leur niveau reste plus faible, significativement, et on a des effets de milieu socio-culturel. Enfin, on a les correspondances terme à terme. Alors, voilà. Donc ici, on a également un effet qui est un effet de niveau socio-culturel. Les enfants de milieux le plus défavorisés sont ceux qui bénéficient le plus de cette situation. On a un effet du niveau. Les enfants de petite section progressent plus que ceux de moyenne section, mais on n'a pas ce qu'on aurait espéré, c'est-à-dire la grande interaction qui aurait montré que le groupe contrôle serait resté stable et aurait progressé essentiellement les enfants de milieux défavorisés soumis à l'intervention et peut-être en petite section et en moyenne section. Voilà, une partie de l'absence de cette interaction est probablement liée au fait que nos effectifs sont un peu faibles quand on s'intéresse aux sous-groupes. Hein, c'est le cas ici. Enfin, les transformations. Donc là, on a un effet extrêmement important et il mérite d'être souligné. Vous avez des exemples de situations. En fait, ces situations sont très variées. Elles peuvent consister à demander combien il y a maintenant, à enlever et à demander combien il y avait avant, etc. Et elles montrent que la sollicitation des enfants dans le groupe des interventions entraîne une amélioration extrêmement importante. Vous voyez, hein, elle est très nette. Malheureusement, on n'a aucun effet lié au milieu socioculturel. Enfin, malheureusement. On a un effet général qui affecte toute la population, aussi bien les enfants de milieux défavorisés que les enfants très favorisés. Alors, c'est peut-être simplement que ce genre de situation est très rarement proposé et que finalement, comme on travaille sur les progrès, tous les enfants, quelle que soit leur origine socioculturelle et quel que soit leur niveau, ont bénéficié de ces entraînements. Voilà, donc je résume. Les interventions, 5 semaines, chaque jour, un quart d'heure, situation ludique et puis interaction avec les maîtres qui incitent les enfants à faire telle et telle chose. L'intervention accélère. Elle accélère seulement un certain nombre de mesures que nous avons prises. Globalement, on peut dire que les enfants de milieux les moins favorisés sont ceux qui bénéficient le plus des actions qui ont été entreprises, mais on a des progrès généraux à la fois dans le groupe favorisé et on a aussi des progrès qui s'effectuent dans le groupe contrôle. Ils sont moins importants, mais ils existent aussi. Et il y a évidemment, malheureusement, des dimensions J'ai fini. Nous avons des dimensions pour lesquelles nous n'avons pas observé d'amélioration et on peut se demander pour l'une d'entre elles, comme le cardinal en dénombrement, si nous n'avons pas sous-estimé les épreuves à proposer. Donc on a probablement des effets plafond. On a des effets on a des absences d'effets qui tiennent sans doute au manque de puissance statistique liée à la faiblesse de notre population. Et puis, on a une durée d'intervention qui est relativement brève. Mais il nous semble que dans la mesure où les enseignants des deux groupes, aussi bien le groupe expérimental que le groupe témoin, avaient reçu une formation identique et donc avaient le même niveau d'information et qu'ils savaient qu'ils allaient, par ailleurs, dans un deuxième temps, mettre en place le même dispositif, il nous semble qu'on a mis en place une situation qui rend les résultats modestes mais significatifs que nous avons, qui rend cette situation tout à fait intéressante pour essayer de poursuivre. Mais pour ça, il nous aurait fallu quelques moyens supplémentaires, notamment en termes d'étudiants, ce qui n'est pas si facile à trouver. Voilà, je vous remercie et prêt à répondre à vos questions.